Alors, cher professeur Loiseau, vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur d'ouvrages et de nombreux articles sur le nom et le droit des personnes. Également, vous êtes co-auteur de ce monument du droit civil, le traité de droit civil sur la formation du contrat. Votre intervention se situe à l'intersection de ces questions du droit des personnes et du droit des contrats et soulève la question de la réception de ces droits de notoriété économique dans l'archipel d'un archipel voisin bien connu à la propriété intellectuelle, celui de la parapropriété intellectuelle. On reste dans la cartographie maritime. Merci pour cette présentation très habile. Maintenant sur le terrain du droit des personnes et sa mitoyenneté avec le droit des contrats. Pourquoi très habile? Parce que le sujet a été choisi, il est signé Jean-Michel, probablement avec la complicité de Bérengère, puisqu'il est question des droits sur la notoriété économique. Je vais y revenir. L'expression est celle de Jean-Michel et de Bérengère dans leur ouvrage sur les droits de la personnalité, dans lequel ces droits sont distingués des droits de la personnalité. Donc, première observation, pour le commun de ceux qui entendent parler des droits de la personnalité, les droits sur la notoriété économique sont une autre manière, mais on verra qu'elle est autre, de désigner les droits de la personnalité lorsque les signes distinctifs de la personnalité, le nom, l'image, on y reviendra, se patrimonialisent généralement par l'effet de la notoriété de la personne. Une observation en appelle une autre, c'est que cette patrimonialité des signes de la personnalité est une réalité qui est observable depuis maintenant des décennies, dont la pratique contractuelle, et c'est là que je disais que l'introduction était très bien faite, dont la pratique contractuelle s'est emparée il y a tout aussi longtemps, mais qui est largement restée dans les coulisses du droit positif. Il y a bien, on y reviendra, des traces de patrimonialité qui sont décelables dans la jurisprudence contemporaine et dans quelques textes particuliers, mais il y a aussi une réticence très nette qui confine même, à mes yeux, à la résistance, à ne pas consacrer ouvertement l'existence de droits patrimoniaux de la personnalité ou de droits sur la notoriété économique. Donc on va cheminer dans ce droit positif et puis nous projeter dans la parapropriété intellectuelle qui peut être la voie de sortie, si je puis dire, ou la voie d'évolution. Je le disais, c'est sous l'angle de la pratique contractuelle qui consiste à exploiter à des fins commerciales, publicitaires, la valeur économique de l'image, du nom, en raison du caractère attractif de clientèle que lui confère la renommée de la personne, que la nature commerciale de l'opération est reconnue par petites touches. Petites touches, c'est d'un côté la première chambre civile qui a jugé, ou plutôt qualifié, il y a déjà un certain nombre d'années, l'opération de cession de droit à l'image. Et puis d'un autre côté, c'est la loi du 1er mars 2017 qui a introduit dans le Code du sport une disposition faisant état du contrat relatif à l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix conclu par un sportif professionnel avec une association ou une société sportive qui l'emploie, pour dire que ce contrat n'a pas la nature d'un contrat de travail. De façon plus elliptique, mais c'est une autre trace, et à laquelle vous êtes peut-être plus accoutumés, c'est la loi, celle-là, du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création artistique, à l'architecture et au patrimoine, qui, dans un article du Code de la propriété intellectuelle, fait allusion, ou plutôt fait référence, ce n'est pas une allusion, à la cession aux producteurs de phonogrammes de droits de l'artiste-interprète, autres que ceux mentionnés au présent Code, c'est-à-dire autres que les droits voisins. Il s'en déduit que s'il s'agit d'autres droits que des droits voisins, eh bien, ce sont des droits qui proviennent d'activités connexes, tels que les produits dérivés, le droit à l'image, les revenus éditoriaux, les revenus liés à la tournée de l'artiste. Le droit à l'image est donc concerné par ces règles qui reconnaissent la cession de ces droits. Il existe donc, vous le voyez, des indices forts de patrimonialité des attributs de la personnalité, puisque la qualification de l'opération contractuelle la qualification comme une cession de droit induit que ce droit a une nature
patrimonial. Mais l'existence du droit patrimonial lui-même n'est jamais ouvertement reconnue, ni par la loi, ni par la Cour de cassation. Et on a l'impression, je commencerai par là, mais je serai, compte tenu du temps, et voilà, la fin de matinée est toujours la plus difficile. J'irai assez vite sur cette première partie. On a l'impression, c'est donc l'impression sur laquelle je resterai, que le droit biaise. Le droit biaise en ce sens qu'il est contraint par les faits, par la pratique, de s'intéresser au contrat d'exploitation des attributs de la personnalité, s'agissant d'une pratique contractuelle effective qui n'a aucune raison, aucun motif d'invalider. Mais il évite soigneusement d'identifier le droit qui est l'objet du contrat et de se prononcer sur sa qualification, sur sa nature. Pourtant, esquivant, louvoyant, le droit n'hésite pas, ça participera de cette impression, à tirer les conséquences de la nature patrimoniale de l'opération contractuelle au point de vue de la qualification des revenus que l'intéressé en retire. Autrement dit, et c'est ce que je voudrais juste montrer dans un premier temps, plus qu'une gestation à mener à son terme, pour reprendre les termes de cette partie du colloque, c'est une, excusez-moi, j'ai toujours parlé très ouvertement, je continuerai toujours, c'est la beauté de ce métier, c'est une duplicité du droit à laquelle il est temps de mettre fin. Se posera alors, ça sera le second temps, la conception, la question de la conception de ce droit de nature patrimoniale, que sa nature ne suffit pas à caractériser. Il ne s'agit pas ici simplement de penser ce droit, c'est un exercice qu'on aime tous faire, universitaire, dans la perspective aléatoire, il faut bien le dire, de son installation dans le droit positif. J'insisterai au passage, même si ma parole restera probablement très vaine, sur l'archaïsme du droit français qui apparaît sur la question des droits de la personnalité en général, des droits patrimoniaux en particulier, comme un droit, permettez-moi, sous-développé. Duplicité de notre droit tout d'abord. On a coutume d'envisager les droits de la personnalité comme des droits défensifs, protecteurs des intérêts moraux, mais la personnalité n'est pas simplement à protéger, c'est aussi une valeur monétisable, contractuellement exploitée, ce qui ne peut pas être ignoré, sauf avoir un motif, je le disais, d'invalidation. Il n'y a pas de motif pour condamner la pratique contractuelle. Le fait est que la personnalité de certains individus, ce n'est pas le cas de tout le monde, a une valeur attractive qui est commercialement convertible. Le nom, l'image, la vie privée, en particulier des people, se monnaient pour leurs utilités marchandes. Je l'ai dit, le droit ne méconnaît pas en soi le phénomène, mais il est étrangement indifférent à l'idée de rationaliser la conception des droits de la personnalité en distinguant nettement les droits extra-patrimoniaux qui se destinent à protéger les intérêts moraux des personnes et les droits patrimoniaux qui sont consacrés à la garantie des intérêts économiques. Le Code civil est resté figé dans sa rédaction qui remonte tout de même à un demi-siècle. Ça commence à faire, surtout quand je vois les jeunes visages dans cette assemblée. Et ne reconnaissant, vous le savez, que le droit au respect de la vie privée, 1970, article 9 du Code civil, et la Cour de cassation a, elle, une approche relativement trouble, fuyante, permettez-moi de dire même parfois sournoise, puisqu'elle refuse de reconnaître franchement les droits patrimoniaux de la personnalité. Pourquoi pas, c'est une position. Mais néanmoins, elle en tire des conséquences de cette patrimonialité quant à la qualification des revenus qui en sont retirés par les intéressés. C'est là que j'ai un peu plus de mal à suivre. Alors, très rapidement, sur ce refoulement quasiment freudien du droit patrimonial ou des droits patrimoniaux, alors sur la notoriété économique ou de la personnalité, comme on voudra, c'est un brouhaha jurisprudentiel, les juridictions du fond sont partagées. Restons au sein de la Cour de cassation. La Chambre commerciale a par 2 fois reconnu un droit de propriété incorporel sur un nom notoire. Mais tournons-nous tout de suite vers la première chambre civile de la Cour de cassation. Non pas qu'il y ait une hiérarchie entre les chambres de la Cour de cassation, mais vous le savez probablement, en tout cas pour celles et ceux qui s'intéressent à ces problématiques, c'est elle qui a la compétence pour se prononcer sur les droits de la personnalité.
Et du point de vue de la première chambre civile, sa position est claire. Elle est déjà relativement ancienne, mais n'a pas évolué. Elle se réfère expressément aux dispositions de l'article 9 du Code civil, dont je rappelle que cet article 9 est la matrice des droits extra-patrimoniaux de la personnalité, pour les dire applicables aux cessions de droit à l'image. On est donc dans un flou que je ne qualifierais d'ailleurs même pas d'artistique. L'idée, c'est qu'il n'y aurait qu'un seul droit à l'image qui se destine par nature à la protection des intérêts extra-patrimoniaux et qui pourrait, par extension, de manière accessoire, prendre en charge la valorisation des intérêts patrimoniaux. Alors, un avantage de cette analyse, il faut quand même reconnaître ses mérites, c'est de maintenir l'unité conceptuelle des droits de la personnalité, des droits affectés à la défense de la personnalité, et en refoulant le droit patrimonial, en tout cas distingué des droits extra-patrimoniaux, c'est le droit souche d'essence personnaliste que la Cour de cassation consolide dans une situation de monopole, toute tournée vers la protection de la personne. Il y a peut-être aussi, de façon sous-jacente, la conviction que le respect de la personne implique qu'elle soit tenue éloignée des convoitises du marché. Le droit patrimonial à l'image, qu'on pourrait raisonner pour d'autres attributs de la personnalité, serait vous voyez, j'utilise le conditionnel, une mutation affairiste, un tropisme de l'avoir qui risquerait de pervertir une prérogative qui se destine à l'être. Alors, pourquoi pas, c'est une position, mais malgré ce refoulement, la Cour de cassation n'ignore pas, je l'ai dit totalement, la valeur économique des attributs de la personnalité. Et c'est là, me semble-t-il, que la duplicité se signale. Duplicité, pourquoi? Parce que la Cour de cassation refuse de reconnaître pour ce qu'elle est l'économie de l'opération contractuelle et la spécificité du contrat, dont la prestation caractéristique, pour reprendre un terme cher aux contractualistes, est de permettre l'exploitation de l'image, du nom, de la voix, le cas échéant, de personnes dont la notoriété constitue un capital frugifère. Alors que le caractère commercial du contrat impliquerait de qualifier les revenus en conséquence, donc de revenus, alors pas forcément en droit fiscal de bénéfices commerciaux, pourraient être des bénéfices non commerciaux, mais en tout cas une nature commerciale de ces revenus, la Cour de cassation procède à un forçage de la qualification juridique, et là j'ai plus de peine à suivre, je vous l'avoue, pour retenir la qualification de contrat de mannequin et appliquer en conséquence une présomption de salariat que l'on trouve dans le Code du travail à ce sujet. Alors tout ça est d'un artifice total. La présomption, je lis, tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. Ça date de la fin des années 60, où il s'agissait de protéger les artistes de spectacle, de protéger les mannequins en leur reconnaissant l'accès à la protection sociale, à la sécurité sociale, d'où cette présomption de contrat de travail qui était tout à fait avantageuse. Mais là, elle est retournée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui dit que le contrat d'exploitation de l'image du nom est un contrat de mannequin, et qui applique en conséquence la présomption de contrat de travail pour dire ce sont tes salaires. Et ensuite, justifier les redressements de charges sociales opérés par l'URSSAF contre, ou du moins à l'égard des partenaires contractuels qui ont payé pour exploiter le nom ou l'image de personnes. Alors, c'est une jurisprudence qui n'est pas tout à fait récente. Je retrouve la date, si vous me permettez, 2010, pardonnez-moi. 1910, c'est un peu tôt. C'était Johnny Hallyday. Johnny Hallyday qui avait autorisé un torréfacteur à utiliser son nom et son image sur des emballages de café dans un jeu concours qui permettait de gagner, je vous le donne en 1001 Harley Davidson. Eh bien, la Cour de cassation avait considéré que c'était un contrat de mannequin et que les redevances versées à Johnny Hallyday étaient des salaires et qu'elles devaient être traitées sur le terrain social et fiscal comme telles. Alors, on pourrait dire vieille jurisprudence, sauf qu'elle vient d'être réanimée, si vous me permettez l'expression, par la même deuxième chambre civile au printemps dernier, le 12 mai 2021, à propos des sportifs, à propos du contrat de sponsoring par lequel un sportif autorise l'utilisation de son image, de son nom, pour faire la promotion
de la marque d'équipement qu'il s'engage, en l'occurrence c'était le cas, à apporter à l'occasion d'entraînement, de matchs de championnat. Alors, l'artifice est là. Est-ce que le sportif, comme un mannequin, est chargé de porter, de valoriser le produit du sponsor à l'occasion des événements sportifs? Non, je prendrai juste un exemple, même si je ne suis pas, mais ce n'est pas un rejet, c'est comme ça, je ne suis pas un fouteux, mais quand on a vu quasiment la folie pour aller acheter le maillot Messi, on ne va pas me dire que Messi valorise le maillot de son sponsor. Je veux dire, c'est bien le nom du joueur Messi que l'on achète quand on achète son maillot. Donc, allez dire que c'est un contrat de mannequin, c'est évidemment totalement artificiel. On a une jurisprudence ici qui est tournée vers la justification de la qualification de salaire et les conséquences, encore une fois, sociales et fiscales qui en sont tirées. Alors c'est encore plus vrai quand l'exploitation de l'image ou du nom ne nécessite pas la présence physique de l'intéressé, hein, même dans le Code du travail, mais il faudrait supprimer ces dispositions du Code du travail et n'en rien à faire là-dedans. Aujourd'hui, sauf à maintenir la présomption de contrat de travail dans l'intérêt des artistes de spectacle ou des mannequins, mais en ce qui concerne les revenus, ce sont des dispositions qui n'ont plus lieu d'être, et le Code dispose que si la présence du mannequin n'est plus nécessaire pour l'exploitation de son image, ce ne sont plus des salaires. Ça n'a pas changé la jurisprudence Johnny Hallyday, et je crains que ça ne change pas davantage l'analyse de la Cour de cassation s'agissant du nom ou de l'image des sportifs. Donc il y a là clairement un artifice de la jurisprudence. Après les artistes de spectacle, après les sportifs, vient déjà le tour. Il n'y a pas encore de contentieux à ma connaissance, mais les redressements, eux, sont en cours. Les influenceurs, ce sont les suivants sur la liste. Il y a des redressements URSSAF actuellement qui sont diligentés auprès des influenceurs. Alors ceux qui ont pu partir dans des pays sablonneux sont à peu près à l'abri. Ceux qui malheureusement sont restés sur le territoire national vont payer cher, parce que vous le savez comme moi, hein, quand il y a un contrôle URSSAF, ensuite on avertit quand même les impôts. Hein, donc la société qui exploite, elle, se prend le redressement de charges sociales, mais l'intéressé, lui, se reprend un redressement fiscal. Hein. Tout ça va de pair. Alors bon, c'est peut-être un défaut de formation, mais qu'on est beaucoup ici à partager. Il est regrettable de maltraiter les qualifications juridiques en dénaturant l'économie de l'opération contractuelle. Il est encore plus regrettable, de manière générale, de s'accrocher à une conception passéiste, anachronique, disons-le, en tout cas je le dis, des droits de la personnalité, et qui ne change rien au demeurant au fait économique de la marchandisation de la personnalité. Le droit des personnes ne perdra pas son âme à regarder le réel en face. C'est ce réel que je voudrais maintenant regarder avec vous. La reconnaissance de droits patrimoniaux de la personnalité a longtemps, et on trouve encore des voix qui s'élèvent, fait craindre. Alors ça, c'est un grand terme, quasiment une... Quand on a dit ça, on ne peut plus rien dire derrière. Une réification de la personne humaine. Là, je regarde William parce qu'il connaît ces problèmes de réification. On va chosifier la personne humaine. La conception de droits patrimoniaux serait une mutation mercantile, une excroissance économique de droits extra-patrimoniaux qui en serait pervertie. Cette représentation, qui est grossière, mais qui est volontiers partagée, handicape très clairement une conception beaucoup plus évoluée des droits de la personnalité qui les ferait correspondre à deux catégories juridiques, avec chacun, ou plutôt chacune, son régime propre, suivant l'intérêt à servir. Et pour autant, cette conversion se fait attendre. Je voudrais aborder, vous me dites pour l'heure, hein, que je ne déborde pas sur mon temps, aborder cette conversion et la discussion là, pleinement sur le thème de cette fin de matinée sur des droits de parapropriété intellectuelle. Alors, il faut commencer par déterminer l'objet de ce droit et puis s'intéresser ensuite à sa configuration. Première observation, la conception des droits de la personnalité est particulièrement pauvre en
droit français par rapport au droit civil moderne. Le législateur ne s'y est jamais vraiment intéressé, hormis le droit au respect de la vie privée en 1970. Et la Cour de cassation, elle a une démarche essentiellement pragmatique, mais elle n'a jamais pensé les droits de la personnalité comme une catégorie juridique. Donc il y a tout de même un certain paradoxe aujourd'hui à vouloir défendre ces droits dans la pureté de leurs racines extra-patrimoniales contre un risque de dérive économique, alors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un construit juridique qui pourrait justifier, le cas échéant, d'en préserver l'intégrité. C'est autrement dit la catégorie des droits de la personnalité, sous l'angle patrimonial, qu'il s'agit de construire en prenant à cette occasion en considération à la fois une patrimonialité existante et une patrimonialité latente. Cette construction, je dois vous avouer, je ne l'attends que du législateur. Je ne suis pas du tout à appeler à la loi. Généralement, c'est la meilleure façon pour qu'elle ne réponde pas. Mais la jurisprudence a montré qu'elle ne bougerait pas. Je ne pense pas qu'elle bougera en la matière. Donc c'est le législateur qui pourrait ici prendre la main et faire entrer les droits de la personnalité dans une réalité pratique qui s'en est emparée depuis longtemps et qui s'est emparée de leur valeur économique. Et cela implique évidemment de rompre avec le fantasme d'une perversion économique de ces droits et d'accepter, ce qui me semble être une évidence, qu'un droit sur la valeur de la personnalité n'a rien de dégradant pour la personne humaine. Alors, un droit sur la valeur. Sa reconnaissance légale suppose tout de même de déterminer en amont à quoi s'attache cette valeur, ce qui conduit à s'interroger sur l'objet du droit. Est-ce que ce sont vraiment les attributs de la personnalité, l'image, le nom notamment, ou est-ce, et je me tourne vers Saint-Michel, la notoriété de la personne qui valorise les attributs de la personnalité? En d'autres termes, est-ce qu'il faut consacrer des droits patrimoniaux de la personnalité ou des droits sur la notoriété économique, comme le suggère encore une fois l'intitulé que je n'ai pas choisi de mon propos, donc qui est emprunté, je le répète à nouveau, à Jean-Michel Bruguière et Bérengère Glaise, qui pourront vous dédicacer leur ouvrage à la sortie de l'amphithéâtre. Il y a un certain nombre d'exemplaires prévus. Alors, il y a des arguments, certainement, enfin évidemment même, je dirais, aller sur le terrain de dire que c'est la notoriété qui constitue la valeur, qui fédère en tout cas la valeur au sens économique. Ce qui est exploité dans les contrats que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est la notoriété de la personne, c'est d'elle dont les contractants cherchent à tirer profit à des fins publicitaires, commerciales, à travers l'image ou le nom. Autrement dit, les attributs de la personnalité ne sont que des signes distinctifs, clin d'œil à la propriété industrielle, véhiculant la notoriété de la personne. Alors, cette présentation... 5, c'est parfait, je vais y arriver. Cette présentation... je vais accélérer surtout. Cette présentation est juste, elle ne met pas, à mon avis, non plus systématique. On peut trouver des situations dans lesquelles certains attributs de la personnalité ont une valeur économique indépendamment de la notoriété. Je pourrais m'en expliquer, mais pendant le repas, si certains n'ont vraiment rien d'autre à faire que de m'entendre m'en expliquer pendant la pause du déjeuner. Non, la principale raison, à mes yeux, d'aller plutôt sur le terrain de droits patrimoniaux de la personnalité, c'est en opportunité. Ils trouveraient beaucoup plus facilement leur place dans le Code civil que des droits sur la notoriété économique, à moins que ces derniers soient logés dans le Code de la propriété intellectuelle, ce qui n'a pas ma préférence, mais ce dont je vais discuter dans les 4 minutes qu'il me reste. Dans la perspective d'une codification de droits de parapropriété intellectuelle qui se rapporterait à l'image ou au nom, il y a plusieurs choix qui doivent être opérés. Le premier, vite fait, je vais donc aller encore plus vite que je ne le pensais, c'est est-ce que c'est un droit de propriété incorporelle ou un monopole d'exploitation? Le monopole d'exploitation cumule les réserves, la temporalité qui lui est associée n'aurait ici aucun sens, il induirait une exclusivité dans l'exploitation des attributs
alors que le droit de propriété incorporelle permet de contrôler de manière générale l'utilisation, même si la personne n'exploite pas elle-même sa propre personnalité. Et puis il rendrait difficile son inclusion dans le Code civil à l'occasion d'une recomposition des droits de la personnalité. Donc mieux vaut raisonner en termes de droit de propriété incorporelle, qui est d'ailleurs la qualification que la Chambre commerciale a donnée dans les 2 arrêts à propos desquels elle s'est intéressée à un nom notoire. Cette première étape franchie, est-ce que ces droits doivent être envisagés comme des droits spéciaux de la propriété intellectuelle au sein du Code de la propriété intellectuelle ou comme des droits patrimoniaux relevant du droit commun qui auraient leur place dans le Code civil? Il y a beaucoup d'arguments, je le concède, qui plaident pour une intégration dans le Code de la propriété intellectuelle. D'abord, si on les voit comme des droits sur la notoriété économique, on peut également envisager la notoriété comme une forme de création de la personne résultant de ses investissements et de ses efforts, ce qui situerait plutôt ces droits au sein de la propriété intellectuelle. Et puis la morphologie de ces droits et leur rapport avec les droits extra-patrimoniaux fait ressembler, beaucoup d'auteurs l'ont écrit depuis fort longtemps, au droit de propriété intellectuelle, en particulier au modèle du droit d'auteur. Alors, la Cour de cassation a récusé toute application des règles de la propriété intellectuelle au contrat de cession de l'image, mais oublions la Cour de cassation, puisqu'il s'agit ici de la dépasser. Je prendrai juste à nouveau l'exemple de la loi du 1er mars 2017 à propos du nom et de l'image et de la voix des sportifs, qui dispose que l'étendue de l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif, notamment la durée, l'objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale, doivent être mentionnés expressément dans le contrat. On retrouve ici des exigences qui figurent pour d'autres propriétés intellectuelles et en droit d'auteur en particulier. On retrouve également la même configuration dans la loi du 7 juillet 2016. Est suffisant, j'arrive à la fin, pardonnez-moi. Pour conclure à une intégration de ces droits au sein de la propriété intellectuelle, je crois que c'est une question de point de vue ici. A préféré consacrer des droits patrimoniaux de la personnalité, ce qui est plutôt mon point de vue, parce qu'il s'agirait en plus de profiter de l'occasion pour codifier les droits extra-patrimoniaux et construire de véritables catégories juridiques. Encore une fois, quand on se compare avec d'autres pays de l'Union européenne, on est complètement dépassé. Le droit français et le Code civil français sont datés du 19e et portent vraiment du 20e, pardonnez-moi, et portent vraiment la date du 20e. Si tout est, en tout cas, pardonnez-moi, on est plutôt sur le terrain droit de la personnalité, patrimoniaux, la place est plutôt dans le Code civil, et donc c'est plutôt vers le Code civil que je me tournerai. Encore faut-il évidemment que le législateur sorte de sa léthargie et en tout cas arrête de poser des règles par à-coups, comme il l'a fait pour les artistes-interprètes, pour les sportifs. Il faut pour cela une ambition que l'on ne détecte malheureusement pas dans la manière de légiférer d'aujourd'hui. Pardonnez-moi pour cette course-poursuite. Je vous remercie vivement. Merci à notre ami Grégoire Loiseau de ce très brillant exposé. Je vais vous dire quelque chose. Il a eu le talent de nous dissiper ce brouhaha des droits de la personnalité dont il a fait mention au profit d'une clarté, d'une limpidité, d'une certaine passion qu'il a donnée à ce sujet. Mais je voudrais aussi le remercier pour ce visa qu'il fait, qui est important ici dans cette enceinte, de Lionel Messi, de Johnny Hallyday, et puis de l'inénarrable, mais c'est la fuite des cerveaux, de l'inénarrable Nabila Benatia. Non mais allô, quoi, t'as pas de cheveux? Alors c'est quand... Merci. Donc il me reste à introduire notre dernier intervenant de la matinée, le professeur Strouwel. Cher professeur Strouwel, vous êtes professeur à l'Université de Louvain en Belgique. Vos recherches portent sur la propriété intellectuelle, plus précisément sur le droit d'auteur, et que vous étudiez avec l'articulation avec le numérique, comme l'illustre votre dernier ouvrage sur le droit d'auteur européen en transition numérique, publié chez Larcier.
La propriété des données est donc au cœur de ces différentes problématiques et l'entrée éventuelle en gestation d'un droit des données dans la parentèle de la parapropriété intellectuelle questionne. La parapropriété intellectuelle, le terme me paraît tout à fait intéressant et on aime bien tout ce qui est un peu nouveau et parapropriété, c'est attirant. Je pense que c'est aussi le signal qu'on est un peu démuni. Il y a d'autres termes qui ont été utilisés pour désigner ces parapropriétés intellectuelles. On a parlé de droit sui generis. Alors, droit sui generis, c'est aussi une appellation qui renvoie un peu à l'impossibilité pour le juriste de trouver les bons mots, hein, comme nos collègues en droit des contrats qui qualifient toute une série de contrats sui generis. Quant à moi, je suis plutôt tenté par la formule de droit voisin, parce qu'il y a déjà un contenu à cette notion de droit voisin. Et pour quelqu'un qui vient du droit d'auteur, effectivement, la notion de droit voisin fait sens. Et au-delà des droits voisins classiques, notamment pour les artistes et interprètes, on en a parlé, il y a toute une série de nouveaux droits voisins qui ont été créés au fil des années et des législations. Je voulais vous demander, parce qu'on va parler quand même des données essentiellement, quelle est la meilleure analogie? Parce que la difficulté, c'est sans doute de savoir ce dont on parle. La notion de données est très, très vaste, elle est beaucoup plus vaste que les objets classiques des droits de propriété intellectuelle, et c'est ça qui fait sans doute problème. On est habitué à avoir en fait des informations déjà qualifiées comme objet de droit de propriété intellectuelle, que ce soit une œuvre originale d'un auteur ou une invention d'ordre technique dans le domaine des brevets. Alors, la notion de données, j'en parle dans la contribution que j'ai remise ici pour ce colloque, qui est extraite d'un livre à paraître, qui n'existe pas encore. Et il est en formation, mais on peut espérer que l'éditeur puisse le sortir d'ici la fin d'année. Et donc, je discute la notion de données elle-même. Alors, on pourrait en discuter, mais c'est vrai qu'il est peut-être important de distinguer, sans qu'il soit possible vraiment de distinguer données, informations et connaissances. Mais c'est vrai qu'il y a un travail d'élaboration, de distillation supplémentaire quand on passe du niveau des données vers le niveau des informations et le niveau également de la connaissance. Il y a des formes de structuration qui s'ajoutent, qui se complexifient lorsque, effectivement, on passe d'une information, qui soit par exemple une information sur le degré optimal pour la préparation d'un mets. Là, je reviens à l'analogie avec le déjeuner qui nous attend, mais c'est une information, évidemment, qui peut s'intégrer dans des informations qui font davantage sens, qui sont plus riches et qui sont des recettes de cuisine, par exemple, et que l'on peut mettre en œuvre. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle des données? Et je voulais vous demander et vous montrer quelques analogies possibles. Vous connaissez l'analogie la plus classique qui est utilisée, c'est l'analogie avec le pétrole. Hein, on dit souvent les données, c'est le nouveau pétrole. Je pense que d'une certaine façon, c'est vrai. Il y a toute une économie, toute une infrastructure qui a été bâtie autour du pétrole. On assiste à la même chose. Du côté, sans doute, des données, et c'est vrai que les données, comme le pétrole, il faut l'extraire, il faut le raffiner, il faut le transporter, il faut éviter qu'il y ait des fuites, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires. L'analogie est intéressante aussi dans la mesure où elle montre que les données ont des valeurs, mais les valeurs des données, évidemment, sont beaucoup plus fluctuantes que le baril du pétrole, même si le baril de pétrole peut évoluer. Donner une valeur à une donnée est beaucoup plus compliqué. Et puis il y a d'autres caractéristiques, bien entendu, qui distinguent les données de biens matériels comme le pétrole. Et on dit souvent que ce sont des biens qui sont non rivaux, qui sont non excluables et dont le coût marginal est à peu près égal à zéro. Donc c'est vrai qu'on a là un outil qui est quand même assez différent,
du pétrole. Il y a d'autres analogies qui ont été utilisées, celle de la lumière, celle des rayons de soleil, celle de l'électricité, celle de la monnaie. Je pense que ces différentes analogies, et notamment celle de l'électricité, est peut-être la plus correcte, aussi parce qu'il y a une structure en réseau qui doit alimenter en données, oui, en électricité. On pourrait continuer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'épuisement des données comme il y a un épuisement des barils de pétrole, bien entendu, et donc l'économie sous-jacente est très différente. Ce qui est sûr, c'est que la quantité de données qui est partagée, notamment sur Internet, évolue, et je ne vais pas rentrer dans les détails avec des données sur les flux de données, tels que ce qui apparaît là. On nous parle déjà depuis assez longtemps des marées de données, on parle de pétabytes, etc. Alors, on a souvent en tête les données personnelles, parce que, évidemment, et vous en particulier, vous êtes en permanence sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, ce sont des données personnelles. Mais il ne faut pas oublier d'autres données, les données non personnelles. Et si on va, par exemple, sur le site d'Airbus, on voit qu'un vol, alors c'est très petit, il y a 24 000 à l'époque, 24 000 paramètres qui recueillent des données sur un vol, et donc une société comme Airbus a peut-être intérêt à partager les données avec tout un écosystème autour des avions que Airbus met sur le marché. Et donc, il y a certainement un potentiel, et pas simplement du côté des données personnelles. Du côté des données personnelles, nous avons sans doute un peu raté le tournant, mais en Europe et notamment en France, en ce qui concerne les données personnelles, il y a sans doute beaucoup de choses à faire. Et le commissaire français Thierry Breton, qui n'est pas un ignare justement en ce qui concerne les technologies de l'information et les données, en venant d'Atos notamment, en est très conscient. Quels sont les types de données du point de vue juridique? Voilà, ça c'est le... C'était une présentation en anglais, je vois que j'ai oublié de temps en temps de traduire, outline, bon, c'est le plan. Première partie, les types de données. Alors, les types de données, je pense qu'il en existe 4 principales en droit de l'Union européenne. Et d'une certaine façon, on peut les opposer 2 par 2. Il y a bien entendu les données personnelles avec le régime du RGPD. Moins connu, c'est le règlement sur le libre flux des données non personnelles de 2018, qui donc s'oppose d'une certaine façon, alors qu'il y a aussi, on verra, des points de convergence, puisque ces 2 régimes en matière de données personnelles et de données non personnelles visent à accélérer la circulation des données au sein de l'espace de l'Union européenne, même s'il y a aussi un aspect protectif pour ce qui concerne les données personnelles. En ce qui concerne alors sinon un autre duo avec opposition, c'est les données publiques ou ouvertes, avec un régime européen. Je me cantonne au droit européen, hein, parce que je ne pourrais pas rentrer dans le droit français. Les données ouvertes s'opposent aux données confidentielles, à propos desquelles on a la directive sur les secrets d'affaires. J'accélère parce qu'effectivement, votre repas s'achève déjà presque. La directive secret d'affaires donne une définition du secret d'affaires qui renvoie justement à la notion d'information. Le terme apparaît dans la définition. C'est une information qui est secrète. Alors, bon, il faudra définir évidemment ce que ça veut dire, qui a une valeur commerciale parce que cette information est secrète, et puis il y a l'exigence de quand même faire quelque chose, de prendre des dispositions raisonnables pour garder la confidentialité. Donc le secret d'affaires, c'est clairement du droit sur des données, de l'information. Alors, j'essaie de montrer, ça je ne le fais pas ici à l'oral, dans le papier qui vous a été remis, que c'est vrai qu'on ne dit pas que c'est un droit intellectuel, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche notamment à travers la possibilité que confère la directive d'avoir des mesures de mise en œuvre à l'égard des biens dits en infraction, qui sont des biens qui ont été produits grâce au vol de données confidentielles. Et ça, c'est une forme, en fait, de propriétarisation de ce qui n'est pas classiquement rangé dans les droits de propriété intellectuelle, mais qui fait partie de notre matière, on le sait, depuis très longtemps. La notion de données ouvertes, alors celle-là, c'est à travers évidemment les règles en matière de transparence administrative, où on parle encore de documents, mais la notion de document, quand on la voit dans la directive de 2019 sur l'open data, c'est assez large, avec des exceptions lorsqu'il y a des droits de propriété intellectuelle, lorsqu'il y a protection de données sensibles,
ou de confidentialité commerciale. Il y a la définition aussi très large des données personnelles, vous la connaissez dans le RGPD, toute information qui permet directement ou indirectement d'identifier quelqu'un, et on pourrait faire l'exercice à propos d'un objet de ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'IoT, Internet of Things, c'est la voiture connectée, la future voiture autonome, où il y a toute une série de données personnelles qui sont bien entendu collectées par les boîtes noires qui devront être installées, qui sont installées dans les voitures. Alors, je montre, et ça de nouveau je ne peux pas le faire ici, ça irait trop loin, mais que le régime de 2016, si on le compare avec la directive en matière de vie privée de 1996, va dans le sens de la création d'un véritable droit de propriété. Alors, on devrait passer beaucoup de temps à discuter ce que ça veut dire droit de propriété, mais attention, je pense que vous comme moi, on est mal formé parce qu'on est formé à la notion de droit de propriété du Code civil. L'ancien article 544, nous avions en commun. Maintenant, nos deux codes civils ont divergé, donc je ne sais plus quel est l'article qui s'y réfère en droit français. Mais je pense que la notion de droit de propriété au sens anglophone, de property rights, qui est beaucoup plus flexible, d'une certaine façon agile, est intéressante pour conclure que le droit, notamment sur les données personnelles, en fait, c'est un droit de propriété dans ce sens-là, parce que quand on voit le nombre de prérogatives qui ont été ajoutées, par exemple, par le RGPD, et je les cite, il y a classiquement le droit à l'information, le droit à l'accès. Quant aux données personnelles, il y a le droit de rectification, etc. Et il y a toute une série d'autres droits, dont le droit aussi à la portabilité des données personnelles. Et quand vous avez un droit à la portabilité, ça montre que votre donnée personnelle est quelque chose qui devient un objet que l'on peut échanger et d'une certaine façon, en tout cas que l'on peut prendre lorsqu'on a des données personnelles par rapport à une plateforme, reprendre ces données personnelles et les transmettre à un autre fournisseur de services sur une plateforme par exemple. Donc on voit que les données personnelles rentrent dans le commerce et je pense que le RGPD montre que ce droit évolue plus dans le sens d'une propriété intellectuelle, en tout cas d'un droit de propriété au sens très, très large que je voudrais défendre. Il y a par ailleurs donc le règlement sur le libre flux des données non personnelles avec une définition qui est une définition simplement en creux, des données non personnelles, c'est les données autres que les données, ce qui ne facilite pas les choses en pratique lorsqu'on a des données mixtes et des ensembles de données mixtes. Il y a des lignes directrices de l'Union européenne par rapport justement au règlement 2018 qui invite à s'en sortir. Lorsqu'on a des données mixtes, on pourrait en discuter, ça va trop loin et le temps passe. Je ne sais pas jusque quand j'ai, parce que le repas est déjà achevé maintenant. Partage de données, c'est la deuxième partie. Et là, je voudrais montrer les tensions. On a parlé du Code civil. Le Code civil français est peut-être lacunaire en ce qui concerne les droits de la personnalité. Il n'est pas le seul. Le droit civil belge est dans la même situation. Je pense que nos voisins suisses font mieux, et bien entendu dans les pays germaniques. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais le commissaire, un des commissaires européens à l'époque, le commissaire allemand, M. Oettinger, avait plaidé en 2016, vous avez peut-être vu ça, il y a une carte blanche notamment dans Le Monde, où il plaidait pour un code civil sur les données. Je ne parle pas donc des aspects de droit de la personnalité, mais apparemment on doit faire beaucoup dans le code civil. Il faudrait peut-être aussi ajouter, c'est ce que lui proposait, un code civil pour l'ère numérique qui précise non seulement les droits de propriété, mais de possession et d'autres usage. Alors, c'est vrai que c'est sans doute important compte tenu justement de l'analogie qu'on connaît, qu'on a déjà faite entre les données et le pétrole, parce que quand il y a de la valeur, je pense que le droit doit intervenir pour structurer les relations économiques et au-delà les relations sociales. Et effectivement, les données des voitures connectées sont des données massives et qui ont des intérêts très différents selon les acteurs et des finalités différentes. Je les cite ici. Donc les données sont importantes pour les constructeurs, pour améliorer les voitures, pour les fournisseurs de capteurs, les lidars notamment sur les voitures autonomes, mais aussi pour les assureurs, les distributeurs, les fournisseurs de services. Et nous aussi, les avocats et les juges, on a besoin des données pour évaluer, et de plus en plus, la responsabilité en cas d'accident sur la route. Donc il y a sans doute de plus en plus d'intérêt aussi, compte tenu de ces nouveaux acteurs, à avoir un partage des données. Et ça, c'est peut-être la slide la plus importante de ma présentation.
C'est, je pense, la façon dont on doit raisonner par rapport aux données, et peut-être par rapport à d'autres actifs immatériels, c'est qu'il y a différents moyens d'approprier ces actifs. Les droits de propriété sont un des moyens, et notamment donc la propriété intellectuelle, y compris les parapropriétés intellectuelles. Mais on ne doit pas oublier qu'en pratique, je pense, qu'il y a dans le régime d'appropriation un rôle essentiel joué à la fois par les dispositifs contractuels, surtout que maintenant qu'on interagit en ligne, le contrat est plus facile qu'avant, puisqu'on le conclut par un clic. Donc le contrat devient un moyen d'appropriation qui prend un rôle, je pense, encore supérieur que à l'époque non digitale. Et puis, il y a toute une série, bien entendu, de dispositifs technico-pratiques qui jouent un rôle. Et là, vous connaissez la vision de certains selon laquelle le droit, c'est de plus en plus le code informatique, parce que, évidemment, ça permet un contrôle et une forme d'appropriation au-delà des droits qui ont pu être définis à la fois par le législateur ou qui sortent, qui émanent de la jurisprudence et des pratiques. Et ce qui est important dans ce triangle, c'est de bien voir que, en fait, on ne doit pas penser que les droits de propriété intellectuelle sont peut-être l'outil le plus important du point de vue de la pratique. Je vous renvoie ici à une réponse synthétisée dans le cadre d'une étude qui a été réalisée sur la directive en matière de base de données. Et on a demandé donc quels sont les outils qui vous paraissent, vous, entrepreneurs, opérateurs avec des bases de données, qui vous paraissent les plus utiles pour vous protéger. Et c'était, vous voyez les chiffres, les mesures techniques de protection, hein, en anglais Technical Protection Measures, puis les dispositions contractuelles, et ce n'est qu'après que venait l'utilisation soit du droit d'auteur, soit du droit spécifique sur les bases de données, et également la concurrence déloyale. Donc ça fait réfléchir parce que effectivement l'appropriation elle passe aussi par d'autres outils que ceux des droits de propriété intellectuelle. Je pense que j'aurai pas le temps de tout voir, hein. Il y a toute une série de régimes qui ont été adoptés au niveau européen, et je ne parle ici que des réglementations générales, parce que bien entendu, lorsqu'on s'intéresse aux données bancaires, par exemple, il y a beaucoup de réglementations sur l'open banking, et dans le domaine du transport, etc. Donc il y a beaucoup de législations aussi qui sont spécifiques. Mais si on s'intéresse aux législations générales au niveau européen, il y a une multitude de réglementations qui ont été adoptées au cours des dernières années. Ici, vous voyez, c'est plus ou moins, enfin c'est vrai qu'il y a une directive sur les bases de données de 1996, mais sinon, c'est plutôt des directives assez récentes. Je pense que effectivement, dans une première phase peut-être de l'harmonisation européenne, on a plutôt renforcé les droits, notamment dans les années 90, directive base de données, directive InfoSoc, la directive sur les secrets d'affaires renforce la protection, mais on a de plus en plus d'outils qui favorisent le partage des données, parce que justement, on met en évidence les caractéristiques des données, et il y a cette notion de bien commun qui est essentielle, qui est appliquée aussi aux données, mais c'est surtout les caractéristiques que j'ai déjà évoquées, notamment que ce sont des biens non rivaux et non excluables, qui justifient peut-être que le partage soit maximisé. Et je pense qu'on a toute une série de dispositions qui visent à maximiser le partage, donc ça va dans le sens inverse de l'appropriation, et on pourrait réfléchir par exemple à ce qui a été adopté dans la directive de 2019, 790, j'allais dire 790, hein, bon, sur l'exception pour la fouille de données et de textes, qui est assez intéressante, qui doit encore être mise en œuvre, mais on a jugé utile de prévoir une exception pour la fouille de données, alors que paradoxalement le droit d'auteur, en principe, ne peut pas porter sur des données en tant que telles, puisque ce sont des données qui sont associées à des idées non protégées. Mais on a quand même jugé nécessaire, ce qui est un peu paradoxal peut-être. Alors là, on pourrait en parler longuement, parce que je pense que cette exception n'est pas tout à fait bien conçue, parce que justement, elle donne à penser que le droit d'auteur permettrait d'interdire l'exploration de données. Je pense que le droit d'auteur n'a jamais été conçu pour ça, et ne devrait pas servir non plus à ça, parce que l'usage dans le cadre de la fouille de données, c'est un usage des
œuvres en tant que données, mais pas en tant qu'œuvres. Si vous utilisez par exemple une photo simplement pour un véhicule autonome qui doit identifier les obstacles sur la route, bon, la photo est peut-être protégée par le droit d'auteur, parce qu'on sait que la protection des photos va loin, mais ce n'est pas un usage de la photo en tant qu'œuvre. Personne ne voit ça, il n'y a pas de public qui est présent, c'est uniquement dans la machine. Donc moi je plaide pour en fait une formule un tout petit peu plus radicale que l'exception, que même les deux exceptions, puisqu'il y en a deux dans la directive de 2019, la fouille de données à des fins de recherche et la fouille de données pour notre bénéficiaire. On pourrait encore parler donc du règlement sur le libre flux des données à caractère non personnel, où là, la Commission européenne, à un moment donné, dans un document de 2017 qui faisait un peu suite à la prise de position du commissaire Oettinger que j'ai rappelé, évoquait la possibilité de créer un nouveau droit du producteur de données sur des données non personnelles. Ça se trouvait dans ce texte, ça a été envisagé et puis ça a été finalement écarté dans la proposition de règlement et son adoption en 2018 où on n'a pas reconnu ce nouveau droit de propriété intellectuelle. Je relate cette évolution dans mon texte. Et il n'y a pas non plus de droit à la portabilité de ces données, contrairement à ce qui concerne les données personnelles. Bien, en ce qui concerne le règlement sur les données personnelles, j'ai déjà parlé du droit à la portabilité qui indique, je pense, le fait qu'on va vers un droit de propriété intellectuelle. Je termine avec des outils qui sont déjà sur la table ou qui vont être mis sur la table. C'est notamment l'acte sur la gouvernance des données, Data Governance Act en anglais, qui vise à accélérer le partage de données, notamment des données du secteur public, mais qui ne sont pas des données ouvertes au sens de la directive Open Data, qui permettent des usages, des réutilisations de données personnelles et aussi des réutilisations pour des fonctions altruistes. C'est intéressant. Ce qui sera peut-être plus intéressant pour nous en propriété intellectuelle, ce sera le texte, ce qu'on appelle le Data Act, que la Commission devrait mettre sur la table, en tout cas ça a été annoncé à la fin de l'année, et qui pourrait la revoir, la délimitation de certains droits de propriété intellectuelle, dont le droit sui generis sur les bases de données et également la protection des secrets d'affaires. Dans un objectif qui est sans doute un objectif de faciliter l'accès aux données. En tout cas, le plan d'action en faveur de la propriété intellectuelle de la Commission européenne qui date de l'année dernière, fin de l'année dernière, évoque ça, la nécessité d'avoir dans l'économie actuelle un accès plus facile et plus rapide aux données. Évidemment, tout le débat sur les données, l'intelligence artificielle sous-jacent avec ce qui pourrait arriver. Je conclus, et excusez-moi, pour la longueur. Donc, est-ce qu'on doit parler d'une parapropriété intellectuelle sur les données ? Oui, peut-être. Peut-être que je préfère le terme droit sui generis, mais je pense surtout qu'il y a plusieurs droits sui generis parce que c'est un actif qui est à l'intersection de diverses propriétés intellectuelles, avec une grande difficulté parce qu'on a un recoupement de divers régimes de protection sur les données, qui peuvent avoir pour effet de renforcer le contrôle. Mais en même temps, quand on voit les législations européennes récentes, on voit qu'il y a un souci quand même pour faciliter le partage de données et donc une forme de désappropriation, avec tout l'enjeu qui est une bonne délimitation des exceptions, comme l'exception pour les fouilles de données. Mais l'enjeu, c'est aussi la relation avec les dispositifs pratiques et les mesures techniques de protection qui sont quand même essentielles justement dans le contrôle des données au-delà des attributs juridiques et le rapport avec les contrats, la relation entre les exceptions et le contrat qui a notamment fait l'objet, vous vous rappelez, d'une affaire, l'affaire Ryanair de la Cour de justice, où il s'agissait en partie de savoir si, en l'absence d'un droit sui generis sur les données de vol de Ryanair pouvait utiliser les dispositions contractuelles pour interdire un comparateur de vol de reprendre systématiquement et de faire de la capture de données dans son outil de comparaison de vol. Et c'était vraiment ça l'enjeu. Voilà, j'ai terminé. Merci.